messieurs. Donc, après une année 2023 très volatile, aussi bien sur les marchés actions que sur les marchés obligataires, et on va finir néanmoins avec de très belles performances sur ces classes d'actifs, il est temps aujourd'hui de se pencher sur les perspectives 2024. Alors, pour en parler, j'ai convié pour Patrimoine 24 Raphaël Thuin, qui est le directeur des stratégies des marchés de capitaux chez Tikeo Capital, Émile Gagna, qui est économiste chez Candriam, et Julien Pierre Nouen, qui est directeur des études économiques et de la gestion diversifiée chez Lazare Frères Gestion. Alors, nous allons parler de croissance économique, d'intervention des banques centrales, des taux d'intérêt, d'inflation. On va essayer de commencer par parler d'économie et de recueillir l'avis de chacun sur les différentes zones, les grandes zones qui sont les États-Unis et l'Europe. Quel scénario vous privilégiez pour la croissance économique aux États-Unis? Je vais commencer peut-être par vous, Raphaël. Je vous laisse la parole. Bon, on va commencer par une question difficile. Merci Claude. C'est pas difficile de faire ce genre de prévision. Et d'ailleurs, on se rend compte que tout le monde se trompe allègrement. Ce qu'on constate jusqu'à présent, et ce qui a été vraiment un facteur de surprise en 2023, évidemment, ça a été la résilience de nos économies, des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Souvenez-vous, il y a un an, quasiment jour pour jour, 100% du consensus nous annonçait une récession pour cette année. Donc, on s'est tous bien trompés sur ce sujet-là. Et effectivement, l'année a été marquée par une résilience économique d'une part, et puis surtout la résilience des entreprises dans leur capacité à générer des profits et à faire face à ce cycle d'inflation, de remontée des taux d'intérêt, qui a été un cycle assez remarquable. Donc, aujourd'hui, c'est cette photo-là qu'on a lorsqu'on regarde 2023. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, indépendamment des prévisions qu'on pourrait faire, ce que attend le marché pour l'année prochaine. Le marché, qu'est-ce qu'il vous dit? Lorsque vous regardez les prévisions, par exemple, de croissance des bénéfices par action, aux États-Unis, on est à plus 10%. En Europe, on sera plus près de plus 7%. Donc, après une année où les bénéfices par action n'ont pas fait grand-chose en 2023, le marché ne s'attend pas à un soft landing ou à un hard landing. Ce que le marché attend, c'est une espèce de réaccélération. Le marché se dit aujourd'hui, le consensus estime que le pire est derrière nous, que dorénavant, nous allons rentrer dans une phase vertueuse de début de cycle et que dans ces conditions, la marche en avant des profits pourra être reprise, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou en Europe. Ça, c'est intéressant et peut-être que, si vous me permettez, on peut s'y arrêter une petite seconde, parce qu'il y a une certaine incompatibilité dans ce scénario. Déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que on sort, quand on fait un pas en arrière et qu'on regarde un petit peu les mois précédents, les années précédentes, on sort, où nous sortons d'une phase assez extraordinaire de génération de bénéfices, de croissance, cette phase post-Covid qui a été naturellement nourrie par les plans de relance des économies, la dette des gouvernements, les banques centrales et des politiques très accommodantes jusqu'à il y a quelques mois. Et donc, on a eu une espèce de boom de la profitabilité, de boom des chiffres d'affaires. Si vous regardez par exemple quelques chiffres, en 2020, on a eu des baisses de chiffre d'affaires assez mesurées au moment du Covid. On va parler de moins 2%, je crois, aux États-Unis, moins 8% en Europe. Ces faibles baisses en 2020 de chiffre d'affaires ont été suivies par des hausses massives, plus 17, plus 18% les 2 années suivantes. Si vous regardez les marges, par exemple, des entreprises en Europe, aujourd'hui, elles sont à 15%, les marges en moyenne. Avant le Covid, on était plutôt à 10, 11, 12%. Donc, les marges ont explosé à la hausse aussi. Si vous regardez les bénéfices par action, là encore, on a vu une explosion des bénéfices par action. J'ai souvent cette statistique qui concerne l'Europe, mais qui est assez intéressante, et vous me direz ce que vous en pensez. Si vous regardez le BPA en Europe, entre le pic de 2007 et le pic de 2019, le bénéfice par action en Europe sur cette période, sur la période totale, a fait plus 2%. Il n'a rien fait. Si vous regardez ce même BPA entre 2019 et aujourd'hui, en Europe, il a fait plus 51%.
Donc, qu'est-ce que je suis en train d'essayer de dire là? Je suis en train d'essayer de dire que finalement, nous allons probablement rentrer, selon nous, dans une ère de normalisation. On est sur des tendances aujourd'hui économiques qui ne sont pas soutenables pour le long terme. Nous sommes sortis des trajectoires long terme. Nous sommes sortis du potentiel de croissance habituel pour les bénéfices des entreprises. Et le scénario à privilégier pour nous, c'est la normalisation. Face à ça, vous avez un marché qui s'attend à des croissances de bénéfices, encore une fois, 7% en Europe, 10-11% aux États-Unis. Tout ça nous semble assez incompatible. Et donc, pour répondre à votre question de manière un peu plus courte, on va pas s'avancer trop sur des objectifs chiffrés de croissance pour l'année prochaine, mais globalement, nous sommes prudents. Nous estimons que le marché est trop optimiste, que le risque de normalisation est réel, que l'impact de ces hausses de taux d'intérêt spectaculaires va finir par se faire ressentir. Et vous savez, chez Tikehau, on fait beaucoup de private equity, dette privée, loan, immobilier, actifs liquides. Donc, on fait plein de choses, en particulier avec les petites et moyennes entreprises autour de nous. Et cette vue un peu bottom-up qu'on a de l'économie, elle nous envoie pas du tout le même signal que cette thématique de la réaccélération. Donc, en un mot, prudence. Julien, est-ce que vous partagez cet avis ou chez vous, on a une vision un peu différente? Effectivement, nous restons assez prudents hein, lorsqu'on regarde les grandes zones économiques. Effectivement, en début d'année 2023, on pensait que la Chine allait réaccélérer fortement. On pensait que les États-Unis et l'Europe allaient plutôt basculer en récession. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? L'Europe a sans doute commencé à basculer en récession. On voit les derniers indicateurs qui sont quand même très faibles. Peut-être ce qui manque pour l'instant encore pour parler vraiment de récession, c'est la dégradation du marché du travail. Mais on commence à voir dans les enquêtes des signes que les entreprises vont peut-être commencer à détruire des emplois. C'est valable dans la zone euro, c'est valable au Royaume-Uni, dans les pays scandinaves aussi, on voit ce genre de faiblesse. En Chine, très grosse déception par rapport à ce qui était attendu, avec quand même toujours un malaise persistant hein, sur la question du secteur immobilier en Chine. On sent que le problème n'est pas vraiment résolu, qu'il y a une hésitation du gouvernement chinois entre essayer d'étaler dans la durée la résolution de ce problème et quelque chose de plus systématique, de plus fort, mais peut-être potentiellement de plus perturbant pour l'économie chinoise. Et effectivement, la surprise de l'économie américaine qui a été beaucoup plus résistante que ce qu'on attendait. Au printemps, on avait des signaux hein, qu'elle était peut-être en train de basculer en récession. On a eu cette réaccélération. Mais globalement, aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, hein, on n'a pas encore vu tous les effets des remontées de taux. C'est vrai qu'on est un peu dans cette phase où clairement les banques centrales nous disent qu'elles ont fini de remonter les taux, mais on sait que la politique monétaire agit avec des lags parfois assez longs. Je souscris tout à fait à ce que Raphaël a dit sur le niveau de profit des entreprises. On a eu des croissances exceptionnelles sur les dernières années. Qui ont été, je pense, en grande partie aidées par le contexte d'accélération de l'inflation. Hein. L'inflation, c'est un moteur de croissance du chiffre d'affaires des entreprises. Et des marges qui sont sans doute très élevées. On a de l'inertie au niveau des coûts salariaux, on le voit dans les dernières données en Europe. Donc, beaucoup plus compliqué pour les marges, plus compliqué aussi en termes de croissance des chiffres d'affaires. Donc, ça nous incite quand même à garder une certaine prudence. D'autant qu'on l'a vu, alors la position de la Fed est un peu compliquée entre ce qu'a dit, peut dire M. Powell, ce que dit M. Williams 2 jours après, mais sur les autres banques centrales, on voit quand même le maintien de politiques monétaires restrictives qui est encore d'actualité. D'accord. Donc je vois qu'il y a une certaine convergence entre vos deux avis. Émile, ce n'est pas très facile de passer le troisième, mais vous allez quand même nous donner votre avis. Je vais pas être très très original, mais l'idée c'est que à partir d'un point de départ un petit peu différent, puisque nous on pariait sur l'atterrissage en douceur côté américain et une croissance faible, mais pas de récession en Europe. Pour 2023, on a maintenant quand même des conclusions qui se rejoignent. Selon nous, hein, on a quand même été un petit peu surpris par la résilience de l'économie américaine. Hein. On s'attendait à un ralentissement, mais elle a réaccéléré. Et l'idée qu'on a, hein, c'est que
même si les chiffres d'inflation chaque mois qui passe sont nettement meilleurs qu'attendus et ont favorisé un petit peu le pivot de la Fed de cette semaine, on s'attend quand même à ce qu'à un moment, la Fed prenne conscience du fait qu'il faut que cette économie ralentisse davantage, autrement à un petit peu au-delà d'un horizon court où on va continuer de bénéficier d'une détente de l'inflation, on pourrait avoir de mauvaises surprises avec un marché du travail qui resterait un petit peu trop tendu et qui alimenterait des tensions inflationnistes un peu plus durables que ce sur quoi on table aujourd'hui. Donc, pour nous, il y a un peu plus de ralentissement dans les pipelines côté américain et puis côté européen. Alors, j'entends qu'on parle de récession, de 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Il nous semble pas qu'on soit véritablement déjà dans une récession au sens plus économique du terme, à savoir une mécanique récessionniste avec une montée du taux de chômage, une baisse de la demande qui alimente également, encore une fois, une faiblesse de l'activité, de nouveau une hausse du taux de chômage, etc. Il nous semble aujourd'hui qu'on est dans une configuration assez particulière, que l'activité a plutôt bien résisté, compte tenu des chocs que la zone euro a subi, le Covid dans un premier temps, puis la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, avec la baisse de l'inflation qu'on observe, avec la résilience du marché du travail qu'on a observé jusqu'à présent, on pense qu'il y a de la place pour une légère, je dis bien légère, réaccélération de l'activité en 2024. Mais tout ça, ça nous conduit quand même à être globalement assez prudent sur les marchés actions. Il nous semble que côté américain, encore une fois, il y a un ralentissement supplémentaire qui doit arriver au cours des trimestres à venir. Et côté européen, même si on s'attend à une légère réaccélération, elle ne sera pas extraordinaire. Tout ça, ça nous conduit à être assez prudent sur le côté des marchés actions et à privilégier plutôt une allocation vers le crédit, vers le fixed income. Et on pense qu'il y a un peu plus de potentiel de ce côté-là. Alors, vous avez devancé ma question, puisqu'effectivement, si vous préconisez la prudence sur les marchés actions, on a vu cette classe d'actifs avoir beaucoup souffert ces dernières années. Je parle des obligations, revenir effectivement à des niveaux de taux assez élevés. On a vu qu'il y a eu, c'est depuis novembre, effectivement, des mouvements assez forts. Est-ce que vous pensez qu'on arrive sur un plateau ou qu'à l'inverse, c'est quelque chose qui va continuer à décélérer de façon forte? Et je comprends que là, il vaut peut-être être un peu mieux sur les obliques, mais c'est jamais facile de choisir un momentum. Mais voilà, quel est votre avis, Raphaël? Alors effectivement, sur les obligations, on est plus constructif que sur les actions. La fameuse prime de risque action, elle a beaucoup diminué pour des bonnes raisons. L'obligataire a massivement sous-performé maintenant depuis 24 mois. Et donc, en relatif aux actions, l'obligataire est beaucoup plus intéressant. Dans notre fonds flexible Tikehau International Cross Asset, pour vous donner une idée, on avait entre 2016 et 2022 0% d'obligataires, que des actions. Depuis 2022, on a renversé la table et on est aujourd'hui à plus de 60% d'obligataires. Et quand je dis obligataire, on parle de crédit. Donc clairement, c'est un nouveau paradigme. Il faut en prendre en compte dans les allocations. Aller faire de l'obligataire dans un portefeuille en ajusté au risque, c'est attractif. Alors on a le droit d'être sélectif dans l'obligataire. Il y a des zones de l'obligataire plus attractives que d'autres. Nous, on a tendance à privilégier plutôt des émetteurs de qualité, investment grade ou WB. On a la sensation que la thématique du refinancement, de la liquidité, de la dette excessive sera une thématique en 2024. Cette hausse des taux et cet effet retard des hausses des taux sur l'économie va commencer à faire parler d'elle en 2024. Et d'ailleurs, on notera avec une certaine inquiétude la dichotomie, la divergence qu'on voit entre les primes de risque de l'high yield, par exemple, d'une part, qui ne font pas grand-chose, aux alentours de 400 points de base, c'est pas excessif, et les primes de risque du triple C, c'est-à-dire les émetteurs les plus endettés, qui s'envolent au ciel. Donc là, le marché est en train de prendre en compte, d'intégrer ce stress de liquidité qui pointe son nez pour les mois à venir à travers le triple C par le bas, finalement.
Donc, rester un peu au chaud sur des émetteurs de qualité, par exemple de l'investment grade qui a beaucoup sous-performé la yield depuis 2 ans, ça paraît indiqué. On n'a pas nécessairement besoin non plus d'aller trop loin en termes de maturité, en termes de duration. Vous gagnez en visibilité à rester court et les courbes étant si plates, voire inversées dans le cas de la yield, vous êtes bien rémunéré. Et puis une petite touche en parallèle de financière. Ça semble indiquer, les financières, elles sont robustes fondamentalement. Je sais que ça a fait bizarre de dire ça quelques mois après Crédit Suisse et avec les banques régionales qui grincent, mais la réalité des grandes banques européennes, c'est qu'elles sont très bien capitalisées, sous le microscope des régulateurs depuis 15 ans. Elles sont redevenues très profitables. 2022-2023, ce sont parmi les meilleures années en termes de profitabilité pour les banques européennes. Et face à cette santé fondamentale, vous avez des décotes face au risque corporate de 50 points de base, dirons-nous, sur les seniors, 200-250 points de base sur les subordonnés. Donc voilà, une approche peut-être un peu barbell sur l'obligataire avec de l'investment grade plutôt, ou en tout cas de la qualité plutôt courte d'une part, du risque financier d'autre part, et encore une fois dans une allocation, effectivement faire davantage d'obligataires aujourd'hui que du marché action après une longue période de sous-performance, ça nous paraît indiqué. Très bien. Julien Pierre, vous qui vous occupez de la gestion diversifiée chez Lazard, la poche obligataire chez vous, vous la gérez comment et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors effectivement, on apprécie en tant qu'investisseur diversifié le changement de paradigme. Aujourd'hui, lorsque vous achetez des obligations de bonne qualité, vous avez un rendement émis par les entreprises, vous avez un rendement qui est autour de 4%. C'est des choses qu'on n'avait pas connues depuis une dizaine d'années et ça vous fait un socle de performance assez attractif. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt. On a eu des fortes hausses de taux d'intérêt suivies de baisses très rapides à partir du moment où le marché a commencé à pricer un pivot de la part des banques centrales. Donc ça veut dire que cette volatilité, elle peut rester. On a dit que la question de l'inflation n'était pas forcément totalement résolue. Donc on pourrait avoir des banques centrales qui redeviennent un peu plus dures. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, le marché attend dans les 130 points de base de baisse des taux de la Banque centrale américaine d'ici la fin de l'année. On a Monsieur Williams qui est un peu poussé contre ces anticipations, et d'autres qui pourraient le faire. Si les marchés venaient à revoir totalement leur scénario sur la Fed, ça aurait un impact très clair sur l'obligataire. Néanmoins, aujourd'hui, on a un portage qui est beaucoup plus élevé que par le passé. Il y a des questions effectivement sur certaines primes de risque pour les émetteurs les plus risqués. Aux États-Unis, lorsque vous comparez les spreads du haut rendement et des fondamentaux économiques comme la disponibilité des prêts bancaires pour les entreprises ou des indicateurs d'activité économique, vous sentez que vous payez peut-être un peu cher par rapport au risque que vous prenez. Donc, sans doute privilégier effectivement un obligataire plutôt de bonne qualité. Oui. Émile, la position obligataire Candriam, et est-ce que vous pensez que cette inversion de la courbe, ça peut encore durer un petit moment? C'est une bonne question. Non, mais effectivement, avant de répondre à vos questions, je pense qu'on se rejoint tous là-dessus. On est dans un nouveau paradigme. On a retrouvé des taux d'intérêt qui sont plus normaux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça offre effectivement un portage intéressant à un moment où, même si le pire a été évité, si on se replace un an en arrière, où beaucoup attendaient une récession aux États-Unis, en Europe, etc., les perspectives de croissance ne sont pas non plus extraordinairement fortes. Et le marché, et là je rejoins tous les autres intervenants, le marché a des attentes bénéficiaires un petit peu élevées à notre goût.
compte tenu notamment du comportement de marge qui, au global, puisqu'il y a toujours des spécificités sectorielles, qui, au global, risque d'être un petit peu plus compliqué qu'il n'a l'a été ces dernières années. Donc, encore une fois, ça a du sens aujourd'hui de remettre de l'obligataire dans les portefeuilles. Et encore une fois, on aurait tendance également, nous aussi, à privilégier l'investment grade, voilà, au détriment du high yield, au moins pendant un moment. Et puis, dans le cours de l'année, alors là, il nous semble que c'est un petit peu tôt. Peut-être que ce sera sur la deuxième partie de l'année, ou peut-être que les choses vont aller très vite et que dès la deuxième quinzaine de janvier, ce sera le pari qu'il aura fallu faire fin décembre. Et je pense qu'il y a la question de ce qui a beaucoup souffert également en 2023, et notamment les small caps. Et là-dessus, voilà, on n'est pas encore un revenu sur cette classe, mais il nous semble que c'est quelque chose à suivre de près. Alors voilà, après il y a la question du timing qui est toujours assez essentielle, mais voilà, il nous semble que c'est une classe d'actifs qui offre des perspectives assez sympathiques compte tenu de la forte dégradation qu'elle a connue pendant toute l'année 2023. D'accord. Inversion de la courbe des taux. Pardon, inversion de la courbe des taux. Oui. Non, mais nous, on pense que les choses vont effectivement vont se normaliser. Elle s'est inversée. On s'attend à mesure que les banques centrales détendent leur politique monétaire. Et là, on est assez d'accord. Il me semble qu'elles vont vraisemblablement le faire un peu moins vite que ce que le marché anticipe aujourd'hui. Il me semble que il y a toujours une volatilité assez importante, vous l'avez également rappelé, mais il nous semble que ça va avec la normalisation de la politique monétaire. Donc on a aujourd'hui une inversion, mais c'est voué, nous semble-t-il, à se corriger un petit peu à horizon des prochains mois. On pense pas voir la partie longue, le 10 ans américain, le 10 ans européen baisser beaucoup encore par rapport au niveau actuel. Et donc on serait plutôt en faveur d'une requantification du côté de la courbe des taux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. D'ailleurs, de ce point de vue-là, Claude, ça serait une question intéressante probablement pour 2024, cette dimension inversion de courbe. On a d'une part une problématique sur la partie courte de la courbe qui est évidemment très sensible aux politiques monétaires. Et de ce point de vue-là, peut-être que le marché pourra se faire surprendre par des banques centrales qui seraient plus patientes qu'attendues, en tout cas dans un scénario où elles mettraient plus de temps à baisser les taux, ça pourrait avoir un impact sur la partie courte. Et inversement, la partie longue, en particulier aux États-Unis, qui sera soumise à potentiellement de fortes pressions techniques, dirons-nous, autour de ces émissions d'obligations des gouvernements, en particulier aux États-Unis, dont on a tous beaucoup parlé, mais dont on n'a pas totalement encore mesuré l'impact. On le sait, les records d'émissions de dette gouvernementale ont été atteints cette année hors récession. On attend, je crois, aux États-Unis plus de 20% d'augmentation, malgré le fait qu'on ait déjà battu un record cette année. Probablement des émissions qui seront d'ailleurs un peu plus longues que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Comment le marché sera-t-il capable d'absorber cette dette supplémentaire côté Govies, en particulier sur cette partie longue de la courbe, et le corollaire de cela, et dans quelle mesure pourrait-on voir une requantification par les taux longs? Ça sera un sujet important et évidemment à fort impact pour l'investisseur. D'accord. Très bien. Pour finir, peut-être deux mots chacun qui, si j'ai bien compris, vous n'êtes pas très enthousiaste peut-être pour le début de l'année, mais est-ce qu'il y a deux conseils que vous pourriez ressortir pour nos investisseurs et les distributeurs? Alors, Raphaël. Alors, c'est deux conseils peut-être antinomiques, vous m'excuserez, mais je vais quand même les donner. Le premier conseil, c'est de rester investi. Et on l'a vu cette année, c'est un bon exemple, et on en parlait, Claude, dans une conversation précédente. C'est très difficile d'aller trouver les points bas, les points hauts sur le marché. Et dans ces conditions, effectivement, pour l'investisseur long terme, rester investi
à travers les cycles, c'est souvent la mesure gagnante. Donc, une première chose, c'est de rester investi. Maintenant, tout en restant investi, on a le droit d'être prudent, on a le droit d'être malin. Après, un marché qui a une année record très inattendue, on est en droit de prendre des gains, de mettre des liquidités de côté. C'est un marché de volatilité, c'est un marché d'incertitude. Je sais, c'est un lieu commun, les marchés d'incertitude. On dira ça tous les ans, mais on peut dire qu'on est bien servi en ce moment. Et dans ces conditions, dans un marché où les taux d'intérêt sont amenés à se maintenir à des niveaux plus élevés, où l'inflation va être aussi amenée à probablement se maintenir à des niveaux plus élevés, où on a encore des risques géopolitiques à l'horizon. Imaginez qu'on ait des points d'entrée après une année record, et y compris un mois de novembre exceptionnel, un des mois les plus exceptionnels pour les actifs risqués. C'est probablement une bonne idée pour l'investisseur aujourd'hui. Donc, être investi, mais le faire prudemment. Merci Raphaël. Julien Pierre, 2 conseils? Oui, effectivement, je pense qu'il faut avoir bien à l'esprit qu'on on sort effectivement d'une récession Covid, enfin maintenant il y a 2-3 ans, et qui a été quelque chose d'assez particulier. On est donc dans une situation économique assez exceptionnelle où on retrouve à la fois des comportements de fin de cycle, des comportements de milieu de cycle, et donc faire le tri dans tout ça, c'est extrêmement compliqué, mais ça veut dire que les marchés peuvent évoluer de manière assez violente d'une période à l'autre quand on passe d'un scénario à l'autre. Donc je pense effectivement que dans ce contexte, il faudra savoir rester flexible et très attentif à ce qui se passe dans l'économie. Merci. Émile, on va finir par vous. Et ben, de notre côté, outre la poche obligataire dont on a déjà tous parlé, je rappellerai que je pense que les fonds alternatifs, la gestion alternative offre aujourd'hui des perspectives qui nous semblent assez intéressantes. On est sur Léonia plus, donc on est déjà à 4%. L'objectif, c'est de battre 4%. Il y a plein de possibilités d'y arriver, des fonds de type index arbitrage, des long short equity, des fonds CTA aussi, qui peuvent apporter une diversification assez intéressante. Et puis, dans la mesure où on revient sur un fonctionnement plus normal, je dirais, de nos économies, on sort d'une période de taux d'intérêt extrêmement faible, etc. Il y a peut-être aussi l'idée de rejouer des tendances de long terme, des thématiques de long terme, du type démographie, du type également investissement vert dans tout ce qui est énergie renouvelable. Donc voilà, c'est des choses qui ont un peu souffert l'année passée et qui pourraient aujourd'hui, sous réserve d'être encore une fois assez sélectif, qui pourraient offrir à notre sens des rendements intéressants. Merci. Alors, messieurs, je vous remercie pour cet éclairage et qui, j'espère, va permettre à chacun d'arbitrer ses portefeuilles pour le meilleur des investissements. On se donne rendez-vous l'année prochaine, le 15 décembre, et puis comme ça, on pourra voir si on a eu raison. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.